Bonjour. Bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Et effectivement, en tant qu'hépatologue, on est confronté, comme l'a dit le professeur Lévy, à de plus en plus de patients obèses qui nous sont référés pour des perturbations de la fonction hépatique. Et c'est véritablement, comme on l'a déjà souligné, le challenge des années à venir pour les enfants, les jeunes adultes et les adultes de demain. Et donc, juste pour vous illustrer deux situations relativement fréquentes maintenant. La première, un enfant de 10 ans, des transaminases modérément perturbées, un BMI à 24, et finalement, après un bilan étiologique des causes d'atteinte hépatique, eh bien, on en conclut effectivement que son atteinte était liée à la présence d'une stéatose hépatique, avec déjà chez cet enfant un tout petit peu de fibrose que l'on peut voir ici, et de l'inflammation périportale. Et cet autre enfant, un peu plus âgé, d'origine asiatique, celle-là, 16 ans, avec, comme vous pouvez le voir, des perturbations extrêmement importantes des transaminases et une stéatohépatite plus marquée avec plus d'inflammation, en général une inflammation périportale, une ballonisation des hépatocytes, un refoulement du noyau et une évolution progressive vers une accumulation de fibrose et au long cours vers la fibrose. Donc on distingue bien la stéatose hépatique non alcoolique, qui est une pure accumulation de graisse dans le foie. C'est le premier hit, le premier phénomène qui est largement lié, comme on l'a dit, à l'accumulation globale de graisse dans l'organisme. C'est une stéatose macrovacuolaire. Les vacuoles sont en général volumineuses, le noyau est refoulé en périphérie de l'hépatocyte. Il y a parfois des stéatoses microvacuolaires. Le second hit dont on va parler, c'est lorsque cette fameuse stéatose hépatique va devenir une stéatohépatite, en général liée à l'accumulation de stress oxydatif, dont on a parlé, et alors là on arrive dans une situation qui est comparable à celle des hépatites alcooliques, des hépatites d'autres origines, c'est-à-dire l'apparition d'inflammation, de nécrose, de fibrose, et si la situation est laissée à l'évolution, elle va évoluer vers la cirrhose. Et donc, effectivement, on a parlé de l'épidémiologie. La stéatose et la stéatohépatique atteignent déjà une proportion non négligeable de la population générale de nos enfants et est particulièrement fréquente, bien entendu, chez les enfants obèses. Elle est associée à ce syndrome métabolique. Les enfants qui ont une NASH ont plus de problèmes également d'insulinorésistance, d'hypertension artérielle, de dyslipidémie, et à l'inverse, les enfants qui ont un syndrome métabolique ont plus souvent des NASH. Il y a une légère proportion plus fréquente chez les hommes, et on observe une augmentation de prévalence avec l'âge et un switch progressif des simples stéatoses vers les stéatohépatites. En général, l'âge moyen de diagnostic se situe chez l'enfant entre 11 et 13 ans. Et on sait que à obésité égale, l'origine ethnique influence également cette atteinte, puisque les enfants d'origine hispanique ont plus fréquemment des atteintes de type stéatose et stéatohépatique que les enfants de même corpulence d'origine afro-américaine. Alors, ce que notre président, quand il a développé la transplantation hépatique pédiatrique, mais aussi adulte, mais il était confronté à beaucoup de patients avec des hépatites B décompensées aux soins intensifs. L'hépatite B a été maîtrisée à partir du vaccin dans les fins des années 80, mais également des traitements par interféron et actuellement par les analogues de nucléotides. Il n'y a plus de patients décompensés hépatite B, ce n'est plus une cause très importante de transplantation. Est venue ensuite l'hépatite C, et dans l'hépatite C, on sait très bien que quand on a une hépatite C chronique active, eh bien, la perspective de développer une cirrhose, elle est de l'ordre de 25 ans, et on a vu de même longévité, de même perspective pour la NASH. Et pour nous, pédiatres, évidemment, 25 ans, c'est un horizon où nous ne verrons plus ces patients. Ce seront nos collègues internistes qui les suivront, mais c'est actuellement que nous devons effectivement prendre cela en charge.
Et comme vous le voyez, l'hépatite C reste encore aujourd'hui l'indication principale de greffe de foie aux États-Unis, mais au tout dernier congrès de la Société européenne des pathologies pédiatriques, des pathologies, pardon, tout court, à l'ISEL, les résultats des nouveaux traitements d'hépatite C, même sans interféron ribavérine, les inhibiteurs de protéase et les agents action directe, tenez-vous bien, on arrive maintenant à guérir 94% des hépatites C. Donc l'hépatite C devient une maladie du passé, et la stéatohépatite, qui est maintenant, et la NASH, qui est déjà entre la troisième et la seconde plus fréquente des indications de transplantation hépatique, 1,2% en 2001, 9,7% des indications en 2009, 19% en 2011. Elle est en passe de devenir l'indication par excellence, et c'est actuellement évidemment à l'âge pédiatrique que nous devons prévenir, comme ça l'a été déjà signalé. Alors évidemment, ici c'est pour vous illustrer une série d'autopsies d'enfants et d'adolescents, 742 enfants, donc une très grande série qui a commencé il y a 20 ans, donc l'incidence de l'obésité a augmenté depuis lors, et déjà à cette époque-là, 9,6% de ces enfants californiens autopsiés présentaient une stéatose hépatique, 38% de ceux qui avaient une obésité, et même si peut-être que vous distinguez mal les chiffres ici, croyez-moi, cette prévalence augmente bien entendu avec l'âge des enfants, et est un peu liée également, comme je l'ai déjà signalé, à l'origine ethnique de ces patients. Et donc, on a parlé de l'augmentation d'incidence d'obésité, et je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a donc clairement un lien entre cette augmentation d'incidence et l'augmentation de la problématique de la stéatose et de la stéatohépatite. Et donc, il existe un certain nombre de facteurs dont on a déjà parlé qui vont favoriser cette obésité, ce développement et cette accumulation de graisse dans le foie, cette stéatose. La deuxième étape principale qui va alors déclencher le phénomène inflammatoire, hépatitique et fibrosant, eh bien, c'est en général lié à un certain nombre de facteurs de stress oxydatif, de cytokines inflammatoires qui sont libérées, notamment par les adipocytes, comme on l'a dit, et finalement l'activation des cellules stellaires en myofibroblastes et le processus de fibrose qui commence. Donc de nouveau, c'est une interaction entre tous ces organes, l'intestin lui-même qui va effectivement avoir une perméabilité intestinale accrue avec des composants inflammatoires tels que les LPS qui vont effectivement augmenter l'inflammation hépatique. Le rôle de la flore intestinale a été souligné dans l'obésité et dans cette libération de cytokines inflammatoires. Au niveau hépatique, eh bien, je l'ai dit, c'est l'activation de ces cellules stellaires et la fibrose. La libération d'adipocytokines, la leptine par les adipocytes soumis notamment aux acides gras d'origine viscéraux. Et donc c'est une interaction entre tous ces organes qui va déclencher le deuxième hit. Alors cliniquement, c'est un tueur lent. De nouveau, les patients ne sont pas conscients, même les médecins sont relativement peu sensibilisés à la composante hépatitique de l'obésité, et elles ne sont pas tellement étonnées qu'il y ait une certaine hyperéchogénicité hépatique à l'échographie, et ils ont tendance à mettre ça dans le cadre de l'obésité générale sans vraiment être sensibilisés à l'importante nuance entre la simple stéatose et la stéatohépatite. Difficulté, bien entendu, comme je vous ai dit, la stéatose peut évoluer vers la stéatohépatite, et c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a qu'une stéatose que l'on peut relativement banaliser en termes de risque hépatique, que demain on n'aura pas une stéatohépatite qui, elle, est le facteur déclenchant de l'évolutivité. Et donc, ces enfants peuvent avoir une augmentation de transaminase, je vous l'ai illustré, mais souvent la fonction hépatique est normale, et ce n'est pas parce que des transaminases sont normales, et on le sait bien aussi pour l'hépatite C, qu'il n'y a pas d'inflammation, éventuellement de fibrose hépatique. Bien sûr, les composants du syndrome métabolique,
L'échographie ne fait pas facilement la différence entre une stéatose et une fibrose. Pour voir cette différence, il faut faire appel au fibroscan ou à d'autres marqueurs de fibrose hépatique, mais qui en général ne sont valables qu'à partir d'un certain degré de fibrose, pas au stade débutant de la stéatohépatite. Et donc la biopsie hépatique reste le gold standard, avec la difficulté que je viens de mentionner, c'est vous faites une biopsie aujourd'hui, il n'y a que de la stéatose, faut-il refaire une biopsie? Quand faut-il refaire cette biopsie? Si en tout cas les mesures générales hygiéno-diététiques n'ont pas permis de faire marche arrière sur les autres éléments de cette obésité et du syndrome métabolique. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui travaille beaucoup sur la stéatose hépatique, un Italien de Bambino Gesù, Valerio Nobili, qui développe des index qui permettent d'essayer d'approcher le risque de fibrose par rapport à la simple stéatose chez ces patients. Et il existe également des marqueurs composites sériques qui permettent également de faire une certaine corrélation avec le dépôt de tissu fibreux dans le foie. Et donc, une des choses qui attire aussi l'attention des pathologistes, c'est cette ballonisation des hépatocytes, ce refoulement du noyau en périphérie, cette inflammation, cette fibrose, et on a donné la ligne du temps. Eh bien, pour passer de la simple stéatohépatite à la cirrhose, on estime qu'il faut environ 25 ans. 25 ans, ce qui est encore très jeune si vous commencez ça à 10 ans. Alors, les traitements, on en a parlé. Je vais peut-être plus me concentrer sur ceux que les hépatologues éventuellement considèrent. Bien sûr, on ne va pas revenir sur la nécessité de corriger l'alimentation. Du côté hépatique, on insiste particulièrement sur la suppression du fructose. On a parlé des sucres rapides, des graisses bien entendu, mais le fructose qui est contenu dans beaucoup de boissons et de jus de fruits notamment, semble être particulièrement en cause dans le développement des stéatoses et des stéatohépatites de l'enfant. Il est également important, du point de vue hépatologique en tout cas, d'éviter les pertes de poids brutales qui peuvent justement causer un stress oxydatif et parfois même transformer une simple stéatose en stéatohépatite. Donc les régimes excessifs sont à éviter. On va peut-être pouvoir suivre une diminution des transaminases quand elles sont élevées, mais je vous ai dit qu'il n'y a pas toujours une franche corrélation. Et les autres éléments du syndrome métabolique, de nouveau, permettront d'être suivis. Donc on va essayer d'agir sur un certain nombre de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails qu'on a déjà cités, mais vraisemblablement que c'est de nouveau une approche multifactorielle qui comprend les oméga 3, les antioxydants pour le stress oxydatif, éventuellement on va en parler dans un instant, des antidiabétiques, mais c'est certainement pas le premier choix de traitement, et ils viennent après la non-adhérence ou la non-réponse aux mesures hygiéno-diététiques chez ces enfants, avec aussi, on l'a souligné déjà, l'importance de la composition, voire de la modification de la flore intestinale, éventuellement pas mal de travaux en cours sur certains probiotiques qui sont susceptibles de modifier cette flore intestinale chez ces patients. Donc ce qu'on aime bien, même si il manque encore d'études suffisantes pour démontrer l'efficacité, même si ce ne sont pas des molécules ou des médicaments qui ont des approbations mises sur le marché officiel pour cette indication, c'est la vitamine E. La vitamine E qui a ce rôle antioxydant et qui va éventuellement éviter le stress oxydatif qui va faire switcher la simple stéatose vers la stéatohépatite. Maintenant, de ce qui a été démontré, c'est que on pouvait observer une certaine diminution du ballonisation des hépatocytes avec la vitamine E, pas vraiment d'efficacité sur les transaminases, et c'est un peu la même chose pour la metformine, qui a pour but évidemment de contrer l'insulinorésistance.
c'est encore un bénéfice controversé dans la littérature et donc on ne recommande pas actuellement, même si c'est un médicament qui fait l'objet d'études, et ici notamment une étude américaine qui montre effectivement l'effet de la vitamine E et de la metformine sur la diminution de la ballonisation des hépatocytes, qui est quand même un des phénomènes initiaux sur le plan histologique. Alors, oui, c'est toujours la même étude qui montre effectivement une différence significative en faveur de ces deux médicaments versus le placebo, mais sur ce seul paramètre-là et pas sur les autres paramètres. Alors, encore un autre traitement que les hépatologues aiment bien, depuis d'ailleurs la traditionnelle médecine chinoise, puisque c'est la bile d'ours, l'acide ursodesoxycholique, qui est en fait un médicament largement utilisé, qui dans beaucoup d'affections hépatiques, notamment cholestatiques, peut améliorer la composante inflammatoire et la nécrose. Et donc, ce médicament est essayé, mais il n'y a pas encore d'études suffisamment solides pour le recommander systématiquement chez ces patients. Et à nouveau, les probiotiques dont j'ai parlé. Donc, beaucoup de médicaments classiquement utilisés dans des maladies hépatiques chroniques, mais sans spécificité particulière pour la NASH et la non-alcoolique fatty liver disease. Et on a parlé également des oméga 3 et des études qui sont faites à Sainte-Justine sur ces oméga 3 qui sont susceptibles d'améliorer effectivement et de faire marche arrière dans ce syndrome. Donc en conclusion, on est confronté à cette augmentation de la prévalence de la stéatose. Ça devient une cause relativement fréquente de consultation en hépatologie pédiatrique. Et petit avantage peut-être qu'en général, il y a une sensibilisation des patients et des parents lorsque effectivement on leur démontre la présence d'une fibrose et d'une fibro-inflammation. C'est parfois un phénomène de prise de conscience qui est plus marquant pour eux, donc c'est peut-être l'avantage. Néanmoins, c'est aussi un signe de gravité et une perspective très inquiétante par rapport à l'évolution au long cours et la greffe de foie de ces patients. Beaucoup de pédiatres sont un petit peu réticents à la biopsie hépatique. Néanmoins, on estime que quand on ne peut pas faire le diagnostic autrement que par une biopsie et quand il y a des implications thérapeutiques, cette biopsie est bien indiquée. Elle peut se faire dans d'excellentes conditions. Et ici, en l'occurrence, on ne peut pas encore franchement faire la différence entre une simple stéatose et une stéatohépatite. Et donc, si un enfant ne répond pas aux premières mesures hygiéno-diététiques et à la prise en charge globale de son obésité et des complications qui vont avec, surtout s'il y a des anomalies d'échographie hépatique et des anomalies de la biologie hépatique, eh bien, il y aura indication de faire une biopsie hépatique pour mesurer ce risque particulier et proposer un traitement hygiéno-diététique dans la toute grande majorité des cas et bien entendu travailler sur des marqueurs moins invasifs de détection de la stéatohépatite. Je terminerai en remerciant aussi le docteur Sylvia Berardis qui a participé à la préparation de cet exposé. Je vous remercie beaucoup de votre attention.